Dijon, 11 septembre 1513. Les premières difficultés de ravitaillement se font sentir dans l'armée ennemie. Les Suisses, n'ayant toujours pas reçu leur paye promise par les Allemands, commencent à manquer d'entrain pour un siège qui dure plus longtemps que prévu. La Trémouille, face à un ennemi supérieur en force et en nombre, ayant pris connaissance du fait que les Suisses étaient sans solde et que des dissensions survenaient entre les différents chefs militaires ennemis, employa alors les seules tactiques possibles, la ruse et la persuasion. Comme dit la maxime, diviser pour mieux régner. Proposer un bon paquet de blé était donc le meilleur moyen de voir les Suisses se tirer. La Trémouille promet donc aux mercenaires suisses un paiement du roi de France en échange de leur départ. Malgré les pressions exercées par les impériaux, c'est-à-dire les Allemands et les Francs-Comtois, les Suisses, eux, se montrent sensibles à cette promesse et acceptent une trêve. Durant l'après-midi, les canons se taisent donc avant de vomir de nouveau leurs boulets le soir jusqu'au lendemain matin. Ce qui nous amène au 12 septembre. Ainsi, le 12 septembre au matin, une nouvelle négociation est lancée, provoquant l'arrêt des tirs et l'établissement d'un traité, le point de rendez-vous étant la source qui prendra le nom de Fontaine aux Suisses. Une délégation sort alors de Dijon, la Trémouille en tête. La Trémouille se trouve donc face aux 3 commandants ennemis. Il y a le responsable des troupes allemandes qui dit « Je suis le commandant des troupes du Saint-Empire romain germanique ». Il y a aussi le responsable des mercenaires suisses qui dit « Salut, je suis le commandant des mercenaires suisses ». Et enfin, le responsable des troupes franc-comtoises qui dit « Eh ben, je suis une petite tapette qui parle à tort et à travers sans qu'on lui demande son avis. Alors, elle ferme son bec, la boupoule, et elle laisse parler les grands garçons. » Eh oui, parce que les francs-comtois à eux seuls n'étaient pas assez nombreux ni même équipés pour faire tomber Dijon, donc ils avaient juste le droit de la fermer. La rédaction de ce traité comprend 8 articles, dont la restitution au pape des terres enlevées précédemment par le roi de France durant les guerres d'Italie, voire l'épisode qui y est consacré, la préservation de la Bourgogne pour 400 000 écus aux Suisses, 10 000 aux impériaux, et les francs-comtois, eux, ils peuvent aller bien se gratter. Ce qui nous fait un total de l'équivalent de 143 millions d'euros d'aujourd'hui. Les Suisses cependant se montrent très méfiants et exigent un acompte immédiat de 8300 écus qui sont réunis en toute hâte par les habitants. Mais les Suisses exigent des garanties supplémentaires, des otages, et vous vous doutez bien qu'on leur a pas envoyé les clodos du coin. Il s'agit ni plus ni moins que le neveu de la Trémouille et les plus riches bourgeois de la ville, avec entre autres Pénigne-Serre, dont la maison existe toujours aujourd'hui, et Philibert Godran, qui a donné son nom à la rue. C'est ainsi que fut signé ce que l'on appelle le traité de Dijon, qui, une fois signé, fut résumé par cette phrase de la Trémouille. Est-ce que vous pouvez vous barrer maintenant ? La chose se fera dès le lendemain, le 13 septembre, où l'armée ennemie lèvera le siège avant de quitter la Bourgogne. L'armée ennemie laisse derrière elle les campagnes pillées, et Dijon dans un sale état. Les faubourgs sont entièrement à reconstruire, les bâtiments à l'intérieur de l'enceinte sont bien endommagés, et quant à l'enceinte en elle-même, elle est doublement percée, ce qui va pousser à une grande réforme de reconstruction de celle-ci. Chose plutôt compliquée vu que la ville se retrouve à sec question pognon. Quant à la population, elle est traumatisée mais se sent miraculée. Le miracle du départ des Suisses serait dû à la procession de la Vierge et aux prières des Dijonnais. Ce secours du ciel, à la fois inespéré et inattendu, se fait d'une façon indirecte car la Vierge aurait fait échouer l'assaut, évitant toute effusion de sang parmi la population assiégée. Elle aurait également inspiré la Trémouille lors des négociations tout en apaisant la colère des Suisses. Une chose est sûre, les stigmates de ce siège resteront longtemps visibles dans la ville. Pour ce qui est de Dijon, Thomas de Berbizet, dont la baraque existe toujours aujourd'hui, se fait le porte-parole du souhait de commémorer cet événement. Une procession générale commémorative annuelle le jour de la libération fut créée. La statue de la Vierge de l'église Notre-Dame et les reliques des saints vénérés dans la ville seront portées dans les rues chaque année jusqu'en 1720. Pour ce qui est des Suisses, dès le 14 septembre, Louis XII est informé du contenu du traité et le jette littéralement dans ses latrines. La Trémouille n'étant pas assez haut gradée pour légitimer un tel engagement. C'est ainsi que la Trémouille sera désavouée et exclue de la cour pour un bon moment. Les Suisses ne seront donc jamais payés malgré les menaces de mort sur la vie des otages. Mais ces mêmes otages finiront grâce à la Trémouille par être libérés, grâce à son plaidoyer à la cour et à la générosité des familles des otages qui finissent par payer une grande partie de leur rançon. Cependant, la brouille avec les Suisses persistera et marquera les manuels scolaires.
En effet, les promesses financières non tenues envers les Suisses auront des conséquences en 1515, lorsque le successeur de Louis XII, François Ier, échouera à négocier un accord avec les troupes suisses qui gardent l'accès au duché de Milan. Et qu'est-ce qu'il y a à 10 bornes au sud de Milan? Marignan. Eh ouais, tout est lié. L'engueulade avec les Suisses durera jusqu'en 1516, date de la signature avec l'ensemble des cantons suisses de la paix perpétuelle, qui prévoit notamment le paiement de 400 000 écus, histoire de payer les frais de l'excursion bourguignonne. Quant à la Trémouille, après avoir retrouvé sa place à la cour, il poursuivra son service auprès de François Ier et se distinguera encore à Marignan, mais il y perdit son fils unique. Le 24 février 1525, François Ier lança une bataille moins connue, celle de Pavie contre Lavie de la Trémouille, où la chevalerie française allait être fauchée par le feu des arquebusiers espagnols, et où la Trémouille périt, tuée d'un coup d'arquebuse à l'âge de 64 ans. Ainsi, le sauveur de Dijon et sa lignée s'éteignirent. Aujourd'hui, le principal témoignage de cet événement reste la tapisserie du siège de Dijon, exposée aux Beaux-Arts. Je vous invite d'ores et déjà à l'ultime épisode de cette série traitant du siège de Dijon, où nous décortiquerons les messages cachés de cette tapisserie.